Messieurs les organisateurs, chers amis, d'abord je vous remercie infiniment de m'accepter ce soir sur un sujet qui effectivement est particulièrement difficile. Je vous remercie d'être aussi nombreux aussi parce que souvent, aujourd'hui, les gens en France ont beaucoup de mal à ne serait-ce qu'évoquer le sujet de la pornographie, et donc de voir autant de monde sur un sujet aussi difficile est très réjouissant. Parce que ça veut dire que, on en reparlera tout à l'heure, je dirais que la décomplexion sur le sujet se met en route actuellement et je le sens vraiment, notamment depuis 1 an ou 2. Donc un immense merci pour cette belle organisation. Et donc ce que je vous propose, c'est qu'effectivement j'ai un vieux réveil de cuisine. Donc en gros, je vais peut-être m'arrêter vers 9h25 à peu près. Et puis après ça, il y aura les questions. Et puis jusqu'à plus soif. Voilà. Alors en introduction, ce que je voudrais simplement dire, c'est que nous vivons aujourd'hui, et la population mondiale n'en est pas tellement consciente, quelque chose d'unique dans l'histoire de l'humanité. C'est la première fois que nous vivons ce genre de choses, c'est unique, c'est invraisemblable, c'est incompréhensible, mais c'est pourtant là. Il y a la possibilité aujourd'hui pour 7,5 milliards d'individus, moins les tout petits enfants, de se pervertir 24 heures sur 24 de façon absolument irréversible. Et ça ne s'était jamais vu. Et ça, c'est depuis, grosso modo, une vingtaine ou une trentaine d'années. C'est donc un tsunami, parce que moi j'appelle ça un tsunami, et d'ailleurs le DVD dont on parlera tout à l'heure parle bien du tsunami, c'est un tsunami mondial qui engloutit, comme vous l'avez très très bien expliqué en quelques mots, qui engloutit la personne et la transforme en fait, effectivement, en individu au mieux, en chose peut-être, parce que finalement, la personne devient une espèce de chose consommable, jetable, appropriable, vendable, et l'humanité entière est en train de rentrer dans cette logique absolument dramatique. Donc, la pornographie est un vrai, grand et dramatique sujet, et donc je suis vraiment heureux de pouvoir en parler avec vous ce soir. Alors, je vais aborder un certain nombre de points. Je ne vais pas faire une conférence à la Sciences Po, thèse, antithèse, synthèse, qui ennuierait tout le monde. Comme je pense que vous avez dû avoir un bon dîner de lendemain de carême, vous risqueriez de vous endormir. Donc, je vais plutôt vraiment dresser quelques points successifs pour, en fait, ouvrir ensuite ce débat que j'espère très riche entre nous tout à l'heure. Alors, simplement pour bien poser le décor, la pornographie en 2 mots, ça se définit comme quoi? Parce que finalement, je m'aperçois depuis des années que le mot pornographie peut avoir des définitions extrêmement différentes selon les individus. Avec notamment le grand débat, le débat totalement stupide sur la distinction entre l'érotisme et la pornographie. Enfin, l'érotisme, pornographie, ça marche absolument ensemble. Donc, il ne faut pas commencer à faire des différenciations qui n'ont absolument aucun sens et qui, en général, servent à se donner bonne conscience. Parce que les gens qui disent « oui, l'érotisme, c'est pas mal », ce sont des gens qui, en général, sont dans la pornographie en le sachant ou non. Donc, la pornographie, aujourd'hui, peut se définir de façon très simple. C'est l'ensemble de tous les matériaux mis à la disposition de la personne pour exciter de la façon la plus désordonnée ses pulsions sexuelles. Voilà. Moi, c'est pour moi la meilleure définition que je connaisse. Et quand on a ce genre de définition en tête, grosso modo, tout y est. Et donc, dans la pornographie, il y a bien la mise en place de matériaux pornographiques, permanente, on va voir tout à l'heure que c'est vraiment permanent, l'excitation complètement désordonnée des pulsions qui deviennent complètement immaîtrisables et à destination de toute la population. Voilà grosso modo ce qu'est la pornographie. Alors, par rapport à ça, il y a quelques erreurs qu'il faut véritablement ne pas commettre parce que sinon, on ne comprend pas vraiment ce qu'est la pornographie et du coup, si on ne comprend pas ce qu'est la pornographie, on a du mal à lutter contre la pornographie. Alors, je ne vais pas citer toutes les erreurs sur le sujet, je vous en cite 2 ou 3 ou 4 ou 5, mais très très rapidement. La première erreur, c'est de dire la pornographie, c'est Internet.
On va voir tout à l'heure que c'est beaucoup plus qu'Internet. Évidemment, Internet est la cerise sur le gâteau et c'est le moyen, effectivement, de pervertir instantanément 7,5 milliards de personnes. Mais la pornographie, ce sont des centaines de millions de livres pornographiques lus chaque année par des milliards de personnes. Ce sont des revues pornographiques qui sont extrêmement lus. Ce sont des radios pornographiques, tiens, pendant qu'on est en train de parler ce soir, et pendant les questions notamment qu'on va avoir, parce que ça commence plutôt vers 22h, on va avoir 2 radios hautement immondes, qui sont Fun Radio et Skyrock, qui vont commencer à débiter vers 21h30, 22h, leurs ignominies hautement pornographiques, entre 5 et 7 millions de personnes tous les soirs quand même. Donc ça n'est pas Internet. Ce sont évidemment les kiosques à journaux, ce sont les radios-réveils qui dès le matin lancent des insanités pour vous réveiller. Enfin, on baigne vraiment dans un milieu pornographique dont Internet n'est qu'un outil, sans doute aujourd'hui l'outil principal, mais qui est aussi préparé par tous les autres outils. Donc ça c'est une première erreur. Une deuxième erreur concernant la pornographie, c'est que alors celle-là, on en reparlera également tout à l'heure, c'est la pornographie n'a rien à voir avec la morale. Et il y a aujourd'hui des formateurs, des psychologues, des conseillers en vie affective qui expliquent que surtout ne parlons pas de morale. C'est une telle erreur que les bras m'en tombent, franchement. Évidemment qu'il y a une morale sexuelle, évidemment qu'il y a eu de tout temps une morale sexuelle, dans l'Antiquité la plus haute. Et nier une morale aujourd'hui, c'est très récent, hein, on nie la morale sexuelle depuis grosso modo un tout petit demi-siècle. Et là, évidemment, c'est le tapis rouge pour le tsunami pornographique. Voilà donc en gros pour ce qu'est la pornographie. Le second point que je voudrais aborder, ce sont très rapidement également, ce sont les fondements de la pornographie. Parce que là encore, et ça vient un petit peu du problème, la pornographie c'est Internet, donc à la limite il n'y a pas tellement de fondements, puisque c'est Internet, voilà, il y a des gens qui estiment qu'ils peuvent gagner de l'argent par Internet en mettant des choses infâmes, et ce serait ça, pas du tout. La pornographie, sans remonter jusqu'à Charles le Chauve, hein, mais si on remonte simplement, grosso modo, jusqu'au XVIIe siècle, la pornographie a été absolument, pas vraiment promue au départ, mais en tous les cas, elle a été étudiée et analysée par des penseurs du XVIIe et du XVIIIe siècle, notamment par les fameux philosophes des Lumières, les sombres philosophes des Lumières. La pornographie a été analysée comme un outil de destruction massif en gros, du monde chrétien détesté par ces philosophes des Lumières. Et ils avaient parfaitement compris que par la pornographie, on pouvait très facilement détruire l'ordre chrétien qui, grosso modo, régentait le monde occidental. On a quelques exemples très précis sur cette période. Les philosophes, par exemple, adulaient les quelques pornocrates qui écrivaient des bouquins infâmes, qu'on connaît tous. Bon. Et ces écrivains pornographiques, qui souvent d'ailleurs terminaient mal, ils terminaient en prison, étaient littéralement, mais adulés, je n'ose pas dire adorés, parce que nous sommes des catholiques, donc on n'adore que Dieu, mais c'était une véritable adulation de ces écrivains, de ces écrivaillons, qui finalement écrivaient des bouquins pornographiques qui tournaient dans toute la France, et qui étaient considérés par les philosophes des Lumières comme un formidable outil de destruction de la société chrétienne. Donc ça, on l'a dès le XVIIIe siècle. Bon, j'ai pas le temps de développer, mais vous pourrez trouver ça très facilement si vous faites des recherches. Au XIXe siècle, le scientisme a
considérablement accentué le sujet en disant, finalement, quand on regarde les choses, il y a un corps humain et on ne voit pas tellement pourquoi on fait une distinction entre certains organes. Tous les organes se valent et donc finalement, le corps humain est une espèce d'ensemble de choses qui sont effectivement plus ou moins reliées entre elles, mais qui ne justifient absolument pas que l'on mette des barrières, notamment sur la sexualité. Et donc au XIXe siècle, on a eu toute une série de philosophes qui ont développé la notion d'une sexualité complètement libérée, complètement débridée, avec en arrière toile de fond l'idée évidemment de détruire la société. Et on a eu un exemple très très intéressant historique de la mise en œuvre finalement de ces philosophies fumeuses sur la libération sexuelle. Ça a été au moment de la Révolution russe. On sait bien, tout le monde sait que la révolution russe s'est faite notamment par des révolutionnaires russes qui avaient analysé de très près tout ce que disaient les Français depuis 2 siècles. Et ils en avaient fait véritablement une espèce de synthèse très, très précise, et notamment sur toute la partie libération sexuelle. Et en 1917, Lénine a dit lui-même, il a dit dans son bureau politique, finalement, la meilleure façon de détruire l'ordre chrétien russe détesté, le monde orthodoxe haï, c'est de libérer la sexualité. Ça va aller beaucoup plus vite que l'appropriation des moyens de production. D'ailleurs, il était épaulé par une certaine Koulenkaï, qui était son égérie et qui était une folle furieuse de la libération sexuelle. D'ailleurs, je crois qu'elle-même était très très libérée sur ce sujet-là. Eh bien, aussitôt dit, aussitôt fait, la Russie s'est transformée en 1917-1918 en un gigantesque lupanar, au point que les remontées des régions sur Moscou étaient très claires et très simples. C'est une catastrophe, les révolutionnaires ne pensent plus qu'à la chose, il faut absolument arrêter ça parce que la révolution va s'écrouler. Et Lénine, au bout de 6 ou 8 mois, a fait un certain nombre de décrets extrêmement durs pour arrêter la libération sexuelle, allant même, dans certains cas, jusqu'à des décrets allant jusqu'à la peine de mort. Donc ça allait très très loin. Et donc l'ordre est revenu, si je puis dire, sur ce sujet-là. Mais donc, vous voyez, on voit bien que, historiquement, par les philosophes des Lumières, par des écrivains sulfureux qui ont eu un succès fou au XVIIIe siècle, puis au XIXe siècle, par la mise en place d'un régime révolutionnaire qui a voulu abattre le plus vite possible la tradition chrétienne de ce qu'était la Russie, on voit bien que la sexualité a un rôle extrêmement important dans l'évolution des sociétés. Donc, en clair, j'insiste vraiment lourdement là-dessus, ne disons jamais « ça n'est qu'Internet et donc ça n'est pas très grave et il suffit de dominer Internet ». Non, non, pas du tout. C'est vraiment un projet de destruction du monde chrétien et un projet ancien. Le troisième point que je voudrais évoquer, c'est de faire un petit coup de projecteur sur les pornographies. On est tous convaincus qu'une télévision à caractère pornographique va promouvoir la pornographie, que des journaux pornographiques vont promouvoir la pornographie, que des romans pornographiques vont promouvoir la pornographie, que les vidéos Internet pornographiques promeuvent la pornographie. Tout ça, c'est une évidence. Mais ce que l'on oublie, ou que l'on ne sait pas, ou que l'on n'a pas envie de voir, c'est qu'aujourd'hui, il y a des tas de façons de promouvoir la pornographie dans ce que j'appelle le monde normal, le monde non pornographié. Si on prend par exemple, je vais prendre simplement quelques exemples. Les journaux. Quand vous lisez des journaux dits de droite comme le Figaro, par exemple, vous avez très régulièrement dans le Figaro des articles, des pages, des doubles pages, des quadruples pages hautement pornographiques, notamment par exemple dans les suppléments de fin de semaine du Figaro. Alors, je voulais vous apporter un exemple qui est caricatural parce que comme ça, la photo, la page de couverture est pornographique. C'est un Figaro magazine qui est paru il y a 1 an et demi. Voilà, il y avait 8 ou 10 pages Figaro hautement pornographiques. Donc, c'est un journal familial. Vous laissez ça sur la table de votre salon. Les enfants arrivent, ils feuillettent et ils tombent sur de la pornographie. Il y a des tas de radios aujourd'hui, du service public, qui
promeuvent la pornographie à haute dose, mais comme ce ne sont pas des radios pornographiques, finalement, il n'y a rien à redire. Parce que c'est par petites touches, si vous voulez, c'est pas, bon, c'est pas très, et puis alors on s'habitue. Donc c'est ça qui est absolument redoutable, c'est que ces radios-là savent parfaitement ce qu'elles font. Ce sont des films très beaux, mais comme par hasard, il y a une bonne vieille scène pornographique, alors qui va durer 45 secondes ou 1 minute et demie. Donc les gens diront, bon, c'est pas très très grave, ça n'est qu'1 minute et demie. Oui, si ce n'est que c'est 1 minute et demie hautement pornographique. Ce sont des romans tout à fait lisibles. C'est Houellebecq qui fait Soumission. Très bien, très beau roman, je ne l'ai pas lu, mais il paraît que c'est superbe. Et je ne l'ai pas lu parce qu'il y a 40 pages hautement pornographiques. Pourquoi est-ce que Houellebecq s'est cru obligé dans son livre Soumission de mettre 40 pages hautement pornographiques? On peut se poser la question, on a la réponse en fait. C'est vrai qu'en mettant 40 pages hautement pornographiques, il savait qu'il aurait 30% de lecteurs de plus, parce que c'est exactement comme ça que ça se passe. Dans la classe politique, c'est devenu tout à fait amusant, c'est un jeu, on va dire des grosses cochonneries. C'est très amusant, voilà, et à tous les niveaux. Et donc, on rentre dans un système un peu pornographié. C'est Laurent Wauquiez qui a une réponse d'un journaliste. Mais monsieur Laurent Wauquiez, vous regardez des films pornographiques? Ben oui, bien sûr que j'en regarde, comme tout le monde. Mais non, mon petit Wauquiez, pas tout le monde. Toi, oui, mais pas tout le monde. Et c'est extraordinaire de transférer sa perversité sur les autres de cette façon-là. Et alors, je crois qu'il s'est franchement bien repenti d'avoir dit ça, parce que je crois que là, sa boîte mail a été bloquée pendant des jours. Il a reçu une dégelée de gros mots, d'insultes, etc. Donc, voilà. Donc, la pornographie. Et alors, là, je parlais des supports, je dirais un peu médiatiques, mais vous avez aussi, et ça c'est absolument tragique, les institutions politiques, économiques, sociales, morales, culturelles, qui s'y sont mis gaillardement. Alors, je ne vous en parlerai que de deux, parce que sinon vous allez avoir le moral à zéro. L'éducation nationale, le mammouth, 12 millions d'élèves, quelque chose d'extraordinaire. Donc quand même, c'est une force incroyable sur le plan, j'allais dire, de la formation. Bon, sur le plan, malheureusement, de l'éducation, parce que ça devrait être de l'instruction publique, mais là, ils se sont investis en éducateurs à l'éducation nationale. Et sur la formation affective et sexuelle, comme ils disent, alors là, on n'est pas déçus. C'est de la pornographie à haute dose. C'est absolument ignoble. Pas partout, mais quand on voit ce qu'ils proposent, quand on voit ce qu'ils impriment, quand on voit les matériaux qu'ils mettent à disposition des élèves, que ce soit en primaire, en secondaire ou partout, eh bien, on a envie de vomir. Vous voyez ce petit bouquin, ça s'appelle « Les premières fois ». Oh, quel titre charmant, les premières fois. Eh bien, les premières fois, ça a été distribué à haute dose dans les lycées, mais comme les lycées sont souvent à côté des collèges, ça s'est baladé partout. Ça a été lu par des enfants de 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Je ne le mettrai pas entre vos mains. C'est absolument immonde. C'est tout. C'est immonde. Et alors, il n'y a pas très longtemps, je faisais une conférence et une personne vient avec, un ménage vient, un monsieur de, je sais pas, 50 ans, sa femme devait avoir 45 ans, ils arrivent et ils disent, j'étais en train de ranger mes affaires, dites-moi, vous pouvez pas nous donner le petit bouquin là Non, 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 je vous le donne pas, c'est ignoble. Alors la femme dit, écoutez, monsieur, on est quand même adulte. Non, je vous le donne pas parce que c'est immonde. Alors le monsieur commence à s'expliquer, écoutez, quand même, on n'est pas des enfants. Ben, je lui dis, tenez, alors voilà, alors, je le mets comme ça. Et puis moi, je continue à ranger mes affaires. Le monsieur, je vous assure que c'est authentique, commence à lire, il me jette le truc à la figure, mais c'est dégueulasse ce truc, mot à mot. Ben, je lui dis, mais je vous avais prévenu, hein, franchement. Bon. Et de ce soir, si vous voulez me l'arracher, vous ne l'aurez pas. Voilà. C'est à peine croyable. Je vous lirai. Je me suis amusé, alors c'était pas sur ce document-là, c'était sur un autre. Je me suis amusé un jour, c'était en réponse à une question, où la personne m'avait dit « C'est absolument aberrant ce que vous racontez, qu'est-ce que vous racontez? Je suis dans l'éducation nationale. » Je dis « Bah oui, bah renseignez-vous, hein. C'est quand même votre ministère, bon, c'est votre... » Bon. Et j'ai lu
j'avais un petit document qui était un document pondu par Belkacem, bon, et qui était vraiment absolument infect. Et j'ai lu 3 lignes en disant, est-ce que vous savez d'où ça vient ce truc-là? Et alors donc une personne dans la salle a dit, ben, ça vient sûrement d'un office pornographique. Et ben, j'ai dit oui, ça vient du ministère de l'Éducation nationale. Et j'ai donné le nom de l'auteur, la date, etc. Mais les gens n'en revenaient pas. Et vous voyez, ça c'est la perversion avec un P majuscule, c'est-à-dire c'est l'abomination de la désolation. On va toucher les plus jeunes. Et c'est absolument épouvantable. Je ne sais pas si vous avez vu, c'était dans un journal, mais je lis tellement de choses tous les jours que je mélange tout. Il y a quelques jours, il y avait, donc dans un État américain, ils sont en train de mettre l'éducation affective et sexuelle obligatoire dès la maternelle. Et il y avait des textes très courts, mais franchement, pourtant j'ai l'habitude hein, quand même, je suis un petit peu blindé. Mais à chaque fois, je me dis, mais je vais vomir, c'est pas possible. Ça donne une image de l'homme et de la femme, mais qui est au-delà de l'ignoble. Pour que nous, on en tombe quasiment d'évanouissement, un petit gamin de 6 ans, 8 ans, mais comment va-t-il réagir? En fait, il est violé. C'est tout. Et les psychologues, je parle des bons psychologues, disent qu'en fait, le premier film pornographique s'assimile purement et simplement à un viol. Quand on a 10-11 ans, hein, ça s'assimile purement et simplement à un viol. Donc, voilà pour l'éducation nationale, mais il y a aussi la justice, et je m'arrêterai là sur les institutions. La justice considère que liberté, liberté chérie, la pornographie n'est pas un problème, au nom de la liberté, on accepte tout. Donc on dit aux juges, vous savez peut-être, enfin on va vous l'apprendre parce qu'aujourd'hui vous ne savez plus grand-chose, il y a un code pénal quand même, hein, ça s'écrit P-E-N-A-L. Bon, et bien le code pénal qui prévoit des peines lourdes, amende, prison pour les promoteurs, concepteurs, diffuseurs de pornographie, les juges prennent le code pénal et le mettent à la poubelle. Il n'y a plus de code pénal pour les juges. Alors on parlera tout à l'heure de nos actions, on a un certain nombre d'actions en justice en ce moment, j'attends avec beaucoup d'intérêt ce qui va se passer dans les années qui viennent par rapport à tous les procès que nous enclenchons. Parce qu'il y a un moment donné quand même où la justice devra faire son boulot de justice. Ou alors on dit clairement il n'y a plus de code pénal et maintenant on est dans une justice où il n'y a plus de code. Donc chaque juge décide en fonction de la liberté, donc tout est possible et tout est permis. Mais qu'on le dise à ce moment-là, parce que c'est insupportable sinon. Voilà, donc j'arrête sur les promoteurs de la pornographie. Ceux qui subissent la pornographie, ben, finalement, c'est nous tous. Alors là aussi, je n'ai pas cité cette erreur tout à l'heure parce que je voulais en parler maintenant un petit peu plus spécifiquement. La pornographie, ça ne concerne pas que les enfants. J'entends tout le temps ça et vraiment ça me glace le sang. La pornographie concerne tout le monde de 3 ans à 99 ans, c'est une évidence. Il suffit d'ouvrir les yeux, il suffit simplement de se dire je ne me cache pas derrière mon petit doigt. Évidemment que quand ça touche les plus fragiles d'entre nous, c'est-à-dire les petits-enfants ou les adolescents, ça fait d'autant plus mal. Mais je suis désolé, quand on a des témoignages absolument blessants, qui vous blessent le cœur, si vous voulez, de gens qui tombent dans la pornographie à 30, à 40, à 50 ans et qui ont leur vie littéralement détruite, broyée. Ils vont mettre quelquefois 20 ans pour s'en sortir. C'est absolument insupportable. Je faisais un jour une séance de dédicace de mon roman Les Parfums du Château et il y a une dame qui arrive et qui me dit « Est-ce que vous pouvez dédicacer mon livre pour ma fille ?» Alors je lui dis « Très bien, comment s'appelle votre fille ?»« Charlotte, très joli prénom. » Je commence, puis tout d'un coup je m'arrête, je lui dis « Mais madame, pardonnez-moi, mais Charlotte, quel est un peu son style que je tape pas complètement à côté quoi, dans ma dédicace. Elle doit ressembler sûrement à l'héroïne de mon bouquin, parce que j'avais parlé un petit peu de l'héroïne de mon livre pendant la conférence. Alors elle me dit, ben non, c'est exactement l'inverse. Alors je lui dis, comment? Alors je pose mon crayon, je lui dis, puis je vois la femme au bord des larmes. Elle me dit, ma fille a 28 ans, polytechnicienne, très gros boulot dans une très grosse société. Elle rentre le soir chez elle, dans son appartement, à 19h, elle s'enferme, elle regarde de la pornographie, elle s'endort sur son clavier, elle retourne travailler le lendemain, elle recommence, et le week-end, elle rentre chez elle le vendredi soir, elle ne sort plus jusqu'au lundi matin. Elle ne fait que regarder des films pornographiques.
Alors quand on me dit que ça ne concerne que les enfants, ça fait quand même mal au cœur d'entendre des choses pareilles. La pornographie tue tout le monde de 5 ans, 3 ans, 4 ans, jusqu'à 99 ans. Voilà, c'est tout. Alors, simplement quelques chiffres. En gros, alors on recoupe énormément toutes nos analyses, hein, on fait des travaux assez scientifiques quand même. On peut considérer que à peu près 90% de la population subit volontairement ou involontairement du matériau pornographique. Donc on peut dire que tout le monde est soumis aux matériaux pornographiques. Souvent on ne s'en rend même pas compte d'ailleurs. On ne s'en rend même pas compte. Effectivement, on lit un journal, on ne s'en rend pas compte. On a lu le truc rapidement, on n'a pas fait attention. On a vu une affiche épouvantable dans le métro, on ne s'en est pas rendu compte. C'est subliminal aussi pour beaucoup de matériaux qui sont très intelligemment mis en œuvre par les pornocrates. Donc voilà. Autre chiffre, mais ceux-là vous les connaissez probablement. Le premier site pornographique au monde, 300 millions d'abonnés quand même. Une paille. 300 millions d'abonnés. Il a un stock de vidéos pornographiques de 17 milliards de vidéos. 17 milliards de vidéos. Les 4 premiers sites pornographiques au monde font visionner 380 milliards de vidéos par an à leurs abonnés. 380 milliards de vidéos. Un livre pornographique qui souvent tire à 400, 500, 600 000 exemplaires, sera lu par 3 millions de personnes. En gros, pour la pornographie, c'est 4 ou 5 fois le tirage. Sachez quand même, enfin vous le savez sûrement, qu'aujourd'hui, un livre à succès, c'est quand il tire à plus de 2000 exemplaires. Les livres pornographiques souvent tirent à 400, 500 000 exemplaires. Donc on voit bien l'énorme succès des matériaux pornographiques aujourd'hui dans le monde. Autre chiffre, mais là aussi vous le connaissez sûrement parce que maintenant on le serine tout le temps et partout, il commence à être très connu, mais c'est qu'en ce moment, là pendant qu'on est ensemble, 1/3 des connexions Google, 1/3 concernent des sites pornographiques. Et 1/3 des connexions, mais quand vous regardez la météo, la connexion elle dure 20 secondes, quand vous regardez un film pornographique, ça peut durer 12 heures. Donc en temps passé, c'est beaucoup plus qu'1/3, évidemment. Ça peut être, alors là, en revanche, là, on n'a pas de statistiques là-dessus, mais ça peut être 50%, 40%, 60%. Là, on ne sait pas très bien. On pense que c'est au moins la moitié. Voilà, au moins. Donc, on est quand même sur des choses un petit peu terrifiantes. Voilà, donc, pour ceux qui regardent la pornographie. Je voudrais maintenant parler des conséquences. Parce que là aussi, les conséquences sont trop peu connues et souvent terriblement minimisée. Il y a une conséquence qui est très importante, c'est que physiquement, la pornographie abîme considérablement le corps. Et ça, c'est notamment les neurosciences qui l'expliquent, et aujourd'hui, plus personne ne conteste ça. Alors, je vais être très rapide là-dessus parce que vous pourrez vous renseigner sur Internet où c'est très très bien expliqué, mais ça abîme notamment le cerveau parce qu'on a une substance qui s'appelle la dopamine et le fait d'utiliser en permanence des matériaux pornographiques détruit, en fait, pour parler très simplement, la dopamine. La dopamine, c'est une substance qui permet de répondre aux besoins primaires de l'individu. Quand on voit par exemple une table chargée de bons mets comme derrière, si on a faim, c'est que la dopamine se met en route et donne de l'appétit. Quand on n'a plus de dopamine, on n'a plus d'appétit. Eh bien, c'est exactement pareil pour la sexualité. À la longue, la dopamine s'altère de façon absolument dramatique, et c'est pour cela que ceux qui tombent dans la pornographie, ou en tous les cas qui sont dans la pornographie, vont toujours plus loin, parce qu'il faut un excitant de plus en plus fort, parce que la dopamine ne réagit plus en fait. Donc pour que la pornographie ait un espèce d'effet bienfaisant sur son corps, il faut que la dopamine réagisse. Pour qu'elle réagisse, on va aller un petit peu plus loin, on va aller plus longtemps, on va aller plus violemment, et c'est l'engrenage infernal qui fait tomber dans l'addiction. Et les addicts dans le secteur de la pornographie, maintenant, sont de plus en plus nombreux. Dans la tranche d'âge 15-25 ans, l'on estime, alors ce sont des estimations,
mais c'est à peu près juste, que c'est à peu près 20% de cette population qui est addicte. 20% des 15-25 ans. Et l'addiction, c'est au moins 5 heures de matériaux pornographiques par jour. Donc on est sur des vrais problèmes. Et autre point, c'est que jusqu'à il y a une demi-douzaine d'années, il y avait une écrasante majorité de garçons, et maintenant, c'est à égalité chez les jeunes entre les garçons et les filles. Les filles tombent aussi facilement dans la pornographie que les garçons. Peut-être d'ailleurs poussées par les garçons. Bon, voilà, ça c'est une... Voilà, donc le cerveau en prend un coup. Tout l'équilibre physique en prend un coup. À force d'être cramponné sur sa souris pour aller cliquer indéfiniment, rechercher des sites pornographiques, etc., le système nerveux en prend un coup. Bon, j'arrête là sur les conséquences physiques parce que elles sont assez évidentes. Voilà. Et puis là aussi, on peut facilement sur Internet trouver beaucoup de choses. Je voudrais insister sur les autres conséquences qui sont les conséquences par rapport à son environnement le plus proche. Des gens qui tombent dans la pornographie à haute dose coupent en fait tout lien social sur le long terme. Parce que la pornographie, finalement, c'est un enfermement sur soi. Comme vous l'aviez très justement expliqué, en fait, c'est une destruction. En fait, on est composé vraiment d'une âme, d'un esprit, d'un cœur, d'un corps. Là, il n'y a plus que le corps. Donc, à force de magnifier le corps en le détruisant, en fait, à la longue, l'âme, l'esprit, l'intelligence, le cœur deviennent absolument, sont annihilés en réalité par la pornographie, et le lien social se perd complètement. L'exemple de ma jeune polytechnicienne en est la preuve. Elle s'enferme à longueur de soir et à longueur de week-end. Elle est complètement liée au système pornographique. Il n'y a plus personne d'autre. Il n'y a pas d'autre personne. Donc, un isolement absolument catastrophique. Donc, on peut dire que la personne est détruite. Sur le plan familial et donc sur le plan social au sens large, il en résulte quelque chose d'extrêmement simple, c'est qu'il y a en ce moment une explosion des divorces à cause de la pornographie. On entend tout le temps « Ah ben oui, mais c'est incroyable parce que là en ce moment, dans le monde catholique, les divorces explosent. » Ben oui, mais ça franchement, c'est vraiment la conséquence de la pornographie, du monde pornographié. Si effectivement monsieur rentre tous les soirs et s'enferme dans sa chambre ou dans son bureau pour s'abreuver de films pornographiques ou de revues pornographiques ou de romans pornographiques, on comprend que madame, au bout d'un an, parte. Et inversement. Parce que, inversement, malheureusement, cela existe aussi et de plus en plus. Donc, beaucoup de conséquences sociales et une violence, je terminerai là pour la conséquence sociale au sens large, la pornographie induit une violence extraordinaire dans les rapports sociaux. On n'en parle jamais. Alors, on en parle par des petits faits divers. Alors qu'en fait, là aussi, c'est un tsunami de violence qui s'explique parfaitement. À partir du moment où il y a plus une personne, mais simplement une espèce d'objet de consommation, l'objet de consommation, on peut être violent. Enfin, il n'y a pas de problème. Ça ne pose pas véritablement de problème. Et je voudrais simplement citer un seul exemple, et pour passer au point suivant, c'est que, je ne sais pas si vous avez suivi il y a 1 an ou 2, le fameux procès de Grigny-la-Grande-Borne, où vous aviez des rappeurs, des bruiteurs, qui faisaient des tournantes dans des caves pendant des années. Et en fait, ils faisaient des tournantes et ils ont massacré un nombre de jeunes filles incalculable. C'est absolument épouvantable et toutes mineures. Et ils ont expliqué au juge en disant « Monsieur le juge, où est le problème ? Vous nous permettez de nous abreuver de pornographie toute la journée, ben le soir on met en pratique. » Et voilà, c'est tout. Et finalement, ils avaient parfaitement raison. Au nom de quoi interdirait-on aux rappeurs de mettre en pratique ce que la société leur permet de visionner à longueur de journée ? Finalement, à la fin, votre esprit ne peut plus du tout faire la distinction entre ce qui est possible ou impossible. Donc, c'est absolument catastrophique en termes de violence sociale. Alors,
Un autre point que je voudrais aborder qui est très important, c'est celui de la morale. J'en ai parlé tout à l'heure très rapidement dans mon introduction. Là, j'ai l'avantage extraordinaire d'avoir un public catholique, donc je pense que vous êtes complètement convaincus. Il y a de tout temps existé une morale sexuelle, alors un petit peu différente selon les époques évidemment et les sociétés, mais il y a toujours eu de tout temps une morale sexuelle. Depuis grosso modo un demi-siècle, avec notamment mai 68, mais beaucoup plus fortement depuis une vingtaine d'années, on refuse absolument de parler de morale sexuelle. Il n'y a plus de morale du tout. Ça n'est pas un bien, ça n'est pas un mal. Bon, ça abîme le cerveau. Oui, c'est pas terrible pour les relations sociales, mais enfin tout ça n'est pas forcément très grave. Alors que, évidemment, tout le monde sait que nous vivons avec deux fondements qui sont absolument non négociables. Il faut de la nourriture pour son corps, physiquement, hein, sinon on meurt, et il faut une morale pour sa vie, j'allais dire, spirituelle, entre guillemets, intellectuelle. Bon. Et le fait d'abandonner complètement toute idée de morale sexuelle, toute idée de morale tout court, toute notion de bien et de mal clairement identifiée, fait que pratiquement, lutter contre la pornographie devient impossible. Et je suis complètement sidéré par ce que j'entends de gens, même de la part de prêtres, qui disent non, il faut pas parler de morale, parce que c'est dépassé. Ah bon, c'est dépassé? Mais vous savez quand même qu'il y a un catéchisme de l'Église catholique quand même. D'abord, il y en a eu beaucoup dans l'histoire, mais il y en a un récent, le grand catéchisme, et lui, il parle à longueur de page de morale. Oui, mais maintenant... ah bon, alors d'accord, mais disons-le clairement. Donc prenons le catéchisme de l'Église catholique et jetons-le à la poubelle. Mais soyons clairs, disons les choses. S'il n'y a plus de morale, il n'y a plus de catéchisme de l'Église catholique sur le plan moral. Et à ce moment-là, bon ben voilà, on commence à comprendre un petit peu comment ça se passe. Alors que là, on refuse toute discussion. Non, il n'y a pas de morale, il n'y a pas de morale. C'est tout. Et donc, on voit les dégâts terribles que cause ce genre de comportement. Parce que s'il n'y a pas de morale, ben, tout est possible et tout est permis. On va simplement mettre un petit peu de sparadrap là où ça fait mal. On va donner... Voilà. C'est une erreur tragique et qui va coûter très cher au siècle qui va se dérouler, parce que le problème, c'est que des générations entières en ce moment sont éduquées sans notion de morale. J'étais dans une conférence, il y avait un psychiatre qui a pris la parole et qui me dit, alors là c'était vraiment le psychiatre de gauche, peut-être d'extrême gauche, et il me dit, j'ai pas du tout aimé votre petit couplet sur la morale. Ah oui, j'avais parlé de la pureté, c'est ça. J'ai pas du tout aimé parce que franchement, comment pouvez-vous à notre époque parler de choses comme ça? Au nom de quoi? Par rapport à la liberté, etc. Il est parti dans un véritable délire expliquant que la morale n'existait pas. Et alors je lui dis, écoutez, oui, vous avez peut-être raison, j'ai sans doute tort, mais je vais vous dire d'ailleurs, moi, finalement, j'applique, en fait, en vous écoutant, j'applique moi-même ce que vous dites, parce que, par exemple, vous voyez, j'apprends à mes enfants que le tri sélectif, c'est vraiment une stupidité intégrale, et nous, on mélange tout. Il me dit, comment? Mais c'est épouvantable, vous vous rendez compte de ce que vous venez de dire? Je lui dis, c'est pourquoi ça, il faut pas faire ça. Mais c'est épouvantable, c'est horriblement. Vous vous rendez compte? Et il est parti dans un véritable délire sur le fait que je faisais le mal absolu. Et je lui ai dit, mais magnifique, on a exactement la même façon de voir les choses. Il y a bien une morale, mais vous, elle est simplement écologique. Moi, elle est générale, sur tous les sujets. Alors là, il a rentré la tête dans les épaules et puis on n'a plus entendu. Alors maintenant, comment lutter contre la pornographie? Alors là, je vais m'adresser vraiment aux jeunes actifs, hein, parce que je ne vois pas beaucoup de parents ayant des adolescents ou de grands-parents ayant 14 petits-enfants. Donc je m'adresse vraiment aux jeunes actifs. Comment pouvez-vous, vous, hic et nunc, lutter contre la pornographie? La première chose, c'est que c'est une lutte personnelle qui doit se mener avant toute chose sur une toile de fond non négociable qui est la volonté. Et je pense qu'on ne le dit pas assez aujourd'hui,
la volonté, c'est quand même quelque chose de très simple finalement. Est-ce que je mène la vie que je dois mener ou est-ce que je me laisse entraîner dans toutes les directions au gré du vent qui passe? Donc, le travail sur la volonté est le travail essentiel. Je dirais que le matin, c'est peut-être après la prière du matin, bien sûr, c'est dire « je vais mener ma journée de façon volontaire ». Et si l'on pratique vraiment cette obsession d'être volontaire pour le bien, déjà, on a de grandes chances d'éviter de tomber dans la pornographie ou en tous les cas de surfer un petit peu sur la pornographie. Donc la volonté. La deuxième chose, on doit se former. Et vous devez vous former, je vous en supplie, formez-vous, parce que le problème, c'est que vous vivez dans une génération totalement déformée. Et si vous n'apportez pas la bonne parole parce que vous êtes formé et que vous dites des choses sensées, vous n'arriverez pas, en fait, dans votre environnement, à véritablement changer les choses et à faire en sorte que par capillarité, ça puisse finalement donner de très bons fruits. Je voudrais vous raconter une toute petite anecdote sur la formation. Le jour de la sortie de mon roman, j'étais tout près d'ici, j'étais à côté de l'Assemblée nationale, j'allais voir un député qui m'avait demandé de lui apporter le jour de la sortie. Donc je prenais un sandwich, j'étais arrivé très en retard, donc je vais dans le troquet qui est juste à côté de l'Assemblée nationale et je prends un sandwich. Et il y avait un groupe de jeunes actifs, une grosse dizaine, une douzaine peut-être, qui racontaient à voix très haute des choses franchement insupportables sur le plan sexuel. Donc, je patiente 5 secondes, 10 secondes, 20 secondes, je pose mon bouquin, je pose mon sandwich, je fonce au milieu du groupe et je leur dis « Messieurs, pouvez-vous arrêter de dire des cochonneries ou vous sortez ?» Alors ils me regardaient tous, énorme silence, autour de moi, gros silence, parce que les personnes qui se disaient « Qu'est-ce que c'est que ce gars-là? Pourquoi est-ce qu'il les engueule ?» Alors, il y en a un qui était un petit peu le leader, parce que c'était celui qui racontait le plus de cochonneries. Il me dit « Mais monsieur, pourquoi est-ce que vous nous dites ça ?» Je lui dis « Écoutez, voilà, vous voyez là-bas, là, à côté du sandwich, il y a un livre, donc c'était ce livre-là. C'est mot à mot l'inverse de ce que vous racontez, et ça sort aujourd'hui. Et donc, vous entendre dire l'inverse de mon bouquin, ça me saoule complètement, donc vous sortez ou vous arrêtez. » Alors il dit « Est-ce que je peux voir le livre ?» Je lui dis non, vous allez détester, c'est pas la peine. Si, je veux le voir. Alors je vais chercher mon livre, je le remets entre ses mains et je retourne à mon sandwich. Et là, il y avait un énorme silence et tout d'un coup, j'entends le gars qui prend la 4e de couverture et il commence à la lire à voix très haute, dans un silence de mort. Alors je me dis, c'est bizarre cette affaire. Bon, je mange mon sandwich, je me pinçais en me disant, est-ce que j'ai trop bu ou pas? Bon. Il lit toute la page, c'est long, hein, c'est quand même une page, c'est une page entière. Bon, il lit toute ma biographie. Alors là, je commençais à sourire dans ma barbe. Et puis, il revient vers moi, il me dit « Est-ce qu'on pourrait en discuter ?» Je lui dis « Je suis en train de sandwicher, là. Et puis, il faut que j'aille voir le député à côté. »« Non, on voudrait en discuter avec vous. » Alors, je retourne, du coup, et alors, il commence à poser des questions. « Mais pourquoi est-ce que vous dites ça? Pourquoi est-ce que... » Alors moi, j'y vais, je me suis dit, j'ai 2 minutes, donc j'y vais à fond les ballons. Donc je leur dis, écoutez, voilà, vous êtes manifestement de gros pervers, mon héroïne, il n'y a pas plus pure qu'elle, donc c'est formidable parce que c'est vraiment les 2 planètes qui ne se rencontreront jamais. Alors je les voyais me regarder comme ça. Mais oui, mais qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Je vous ai entendu dire des cochonneries. Pour vous, la pornographie, il n'y a pas de problème. Moi, c'est un problème, etc. Bon. Donc ça dure 2-3 minutes. Et puis je leur dis, bon, désolé, chers amis, mais maintenant, je pars. Ah non, je veux qu'on continue la discussion. Je leur dis, non, s'il vous plaît, soyez gentils. Et puis, donc, je vais payer, je sors. Le gars qui avait lu la me rattrape dans la rue, il me prend par l'épaule et il me dit, monsieur, c'est la première fois qu'on nous dit des choses comme ça. J'avais jamais entendu ça. Mais vraiment, c'est vraiment dommage qu'on ait arrêté la discussion. Alors on s'est serré la main et puis je suis parti. Et je me suis dit, je vous raconte ça parce que je crois qu'aujourd'hui, si on est un peu formé, alors ça ne demande pas une grande formation, hein, il ne s'agit pas de suivre 10 000 heures de cours sur la formation sexuelle, pas du tout. Mais se former un petit peu, avoir les bons arguments, eh bien, je pourrais vous raconter d'autres anecdotes exactement du même style. On pénètre dans des groupes improbables,
qui normalement ne peuvent pas vous écouter, qui vont penser que vous êtes inaudible. Eh bien, vous êtes parfaitement audible parce qu'on ne leur a jamais parlé de ça. Et donc là, vous avez, vous, les jeunes actifs catholiques, empreints d'une vraie volonté, bon, vous avez vraiment un rôle extraordinaire à jouer parce que si vous ne le jouez pas, eh bien, le siècle se passera de façon totalement pornographiée. Il faut que vous soyez les héros du XXIe siècle. Autre point pour sa gouverne personnelle, il faut se forcer à bannir tout matériau pornographique dans son environnement proche. Alors, je ne parle pas évidemment des contrôles sur son portable, sur son ordinateur, tout ça c'est une évidence, mais il faut refuser systématiquement un livre, même magnifique, à caractère pornographique, c'est non. Un film, même magnifique, avec des scènes pornographiques, c'est non. Et il faut l'expliquer aux gens qui vous invitent. En fait, il faut, je crois, être extrêmement clair, mais de façon extrêmement charitable. Non, ce film-là, désolé mon vieux, il y a des scènes pornographiques, il n'est pas question que j'y aille. Et du coup, ça enclenche les discussions et ça peut faire réfléchir les gens. Et même si on se prend des grosses vestes sur le cou, les gens réfléchissent. Et peut-être qu'un an après, ils se diront « Ah mais oui, mais il a raison, il avait dit ça ou elle avait dit ça, etc. » Donc, et en fait, c'est exactement ça l'histoire de mon roman. C'est une fille d'exception qui en fait sortir de la pornographie des amis très improbables qui étaient tombés dedans. Et ça, c'est un roman qui en fait n'est pas un roman, c'est un condensé d'une histoire vraie. En fait, ou un mélange de plusieurs histoires vraies. Et en fait, on peut faire sortir de la pornographie des gens, ou on peut ne pas faire rentrer dans la pornographie des gens, à condition, effectivement, d'être sans compromission, d'être clair sur le sujet, d'être absolument convaincu de ce qu'on raconte. C'est pas, oui, peut-être, finalement, non, il faut être extrêmement, extrêmement clair. Ça, ce sont pour les actions, je suis trop long, l'heure tourne, j'ai déjà dépassé mon temps, donc je me dépêche. Maintenant, sur le plan général, sur le plan de la société, il faut harceler le monde pornographique, il faut agir tout azimut pour qu'on arrive petit à petit à réduire cette vague pornographique qui nous ensevelit. Alors, je voudrais vous parler très rapidement, et ce sera ma conclusion, de quelques actions que nous avons menées très récemment, je ne vais pas remonter jusqu'à Mathusalem, mais qui sont des actions qui montrent qu'on peut gagner le combat, ou qu'on peut gagner une petite partie du combat. Nous avons absolument voulu, depuis plusieurs années, travailler avec la classe politique sur le sujet. Par exemple, à titre personnel, j'ai rencontré les candidats aux élections présidentielles en 2007, 2012, 2017 pour les motiver sur le sujet. 2007, pas beaucoup de succès. 2012, un petit peu plus. 2017, 3 candidats, tout de même, ont accepté ou d'en parler publiquement ou de mettre quelque chose dans leur programme. Poisson, ça ne vous étonnera pas. Il a mis une mesure sur la lutte contre la pornographie. Fillon a mis une ligne, mais c'est mieux que rien. Et ses adjoints m'ont dit très fièrement, vous avez vu, il y a une ligne sur la pornographie. Le programme faisait 80 pages. Bon. Mais on a eu la ligne. Et Marine Le Pen a refusé, mais a fait une déclaration tonitruante à la télévision 6 mois avant les élections de 2017. Donc c'est pas mal. Et ce qui s'est passé tout récemment, c'est que nous avons, alors je vous la fais très courte, nous avons bâti un projet de loi avec une députée qui s'appelle Agnès Steel. Elle l'a présenté à l'Assemblée nationale il y a peu de temps. Le ministre lui a répondu en disant « Oui, le problème est important. D'ailleurs, Macron maintenant en prend acte et on va légiférer dans l'année. » Pour protéger les enfants, donc ce seront probablement des filtres avec... Là, il y a plusieurs systèmes possibles, donc on n'a pas le temps d'en parler ce soir. Mais donc voilà, le sujet est vraiment au niveau de l'Assemblée nationale. Et Agnès Steel a remis, le couvert, il y a quelques jours, en reparlant du sujet, mais cette fois-ci en parlant de la protection des adultes. Et donc, elle a refait un topo à l'Assemblée nationale pour la protection des adultes. Or, il y a un mois, et Pierre-Marie, qui est au fond de la salle, est témoin de cette discussion, quand je lui avais parlé du monde des adultes
par rapport à la pornographie, elle avait répondu « Ah non, non, les adultes, ils font ce qu'ils veulent ». Et comme le soir, on faisait une conférence ensemble, où là, j'y suis allé un petit peu sur le même ton qu'aujourd'hui, en parlant beaucoup de la pornographie dans le monde des adultes, eh bien, toute seule comme une grande, elle a remis le sujet à l'Assemblée nationale pour la protection des adultes. Donc, vous voyez, on peut faire des choses. Parallèlement à ça, ben c'est vrai que des conférences comme celle-là, on les multiplie, on en fait partout. On a des conférences dans des lycées-collèges dans quelques jours, puis dans 1 mois et demi, puis dans 3 mois. Donc voilà, ce sont des grandes populations à ce moment-là, ce sont des centaines d'élèves, ce sont les parents le soir. Donc la sensibilisation, ça c'est extrêmement important. Ce DVD que j'espère que vous allez emporter en masse, c'est 1 heure de sensibilisation assez forte avec des grands spécialistes qui interviennent, qui disent des choses vraiment intéressantes. Et ce DVD, il faut le faire tourner. On estime qu'il a été vu par 20 à 25 000 personnes. Bon, ben, c'est déjà pas mal. Et il y a des gens qui nous envoient des témoignages, moi, je suis très très étonné par certains témoignages. Nous n'aurions jamais imaginé que c'était à ce point. Voyez, donc voilà, petit à petit, je constate que les médias, de plus en plus, et c'est vrai qu'on les harcèle, quand on envoie un communiqué de presse sur la pornographie, on envoie à peu près à 500 journalistes. Bon, à la longue, les journalistes, finalement, ils se disent, tiens, il y a des gens quand même qui... Et le journaliste, au bout d'1 an, il va dire, mais qu'est-ce que c'est que cette sorte de pornographie? Il va peut-être rentrer tout d'un coup dans le sujet et se dire, oui, il y a quand même un problème. Donc, vous voyez, on peut agir tout azimut. Au niveau international, il y a vraiment des choses intéressantes qui se passent. La Russie, les Philippines, la Corée du Sud et d'autres ont bloqué purement et simplement les sites pornographiques. Donc c'est quand même bien, je trouve. Alors vous allez me dire, c'est horrible, Poutine le monstre. Ben oui, Poutine le monstre. Lui, il veut rétablir les racines orthodoxes de la Russie, ben il prend les moyens pour ça. Nous, on veut établir les racines franc-maçonnes de la France, alors évidemment, on n'est pas dans la même cour. Donc voilà, il y a des choses qui peuvent se passer. Il ne faut absolument pas perdre espoir, même si tout cela est très lourd. C'est très lourd à porter, mais nous, en tant que catholiques, nous avons l'espérance chevillée au corps, donc on a tout à fait le droit par moments d'être pessimiste, d'avoir le cœur en bandoulière, parce que sur ces sujets-là, on reçoit des témoignages tellement épouvantables que par moments, c'est vrai qu'on a le cœur en bandoulière, mais finalement, nous gardons l'optimisme. Et alors, là, ma conclusion de conclusion, et ce sera vraiment fini, c'est que je suis étonné par certaines positions de l'Église catholique tout de même, parce que quand j'entends un certain nombre de prêtres, d'évêques, ou quand on lit un certain nombre d'écrits, oui, la pornographie, finalement, il ne faut pas dramatiser. Bon, je crois que nous sommes tous axés sur quelque chose qui s'appelle les évangiles. Bon, c'est quand même pas très compliqué à lire, c'est un petit peu la source de notre pensée catholique. Que dit le Christ sur la pornographie? Eh bien, il n'est pas tendre. Quand vous avez convoité la femme de votre voisin, vous avez commis l'adultère. Quand vous convoitez les milliers de femmes possibles sur les vidéos, vous avez commis des milliers d'adultères. Alors, si déjà commettre un adultère, c'est pas bien, quand on en commet des milliers ou des dizaines de milliers peut-être, ça semble quand même problématique pour des catholiques. Deuxièmement, pour tout ce qui touche à l'enfance, je crois qu'il y a quelque chose, le Christ dit quelque chose comme si vous massacrez, c'est pas le bon mot, mes petits enfants, il vaudrait mieux qu'on vous mette une grosse meule autour du cou et qu'on vous jette dans la mer. Or, la pornographie, c'est le massacre de l'innocence. Donc, je pense qu'il va y avoir une belle industrie de fabrication de meules à mettre en route dans le monde entier. Et puis je terminerai par là, parce que je trouve que c'est très frappant, c'est Fatima. Qu'a dit la Sainte Vierge à Sœur Lucie? Enfin, à l'époque, c'était la petite Lucie. La petite Lucie demande à la Sainte Vierge, parce que la Sainte Vierge dit, il y a beaucoup de gens en enfer. Et la petite Lucie dit, mais pourquoi est-ce que les gens vont en enfer? Et la Sainte Vierge lui dit, c'est beaucoup à cause du péché de la chair. La petite Lucie ne savait absolument pas ce que ça signifiait. Elle avait 11 ans, elle était toute pure, Bon, mais elle a rapporté évidemment tout ça. Et vous voyez, c'est ça. Et c'est vrai que la pornographie, on se dit, c'est évidemment
le péché de la chair avec un P majuscule et un C majuscule. Donc, en tant que catholique, je crois qu'on a vraiment un devoir, évidemment pour nous-mêmes, de ne pas tomber dans la pornographie, si on y est tombé, d'en sortir, mais aussi de travailler par capillarité sur la société pour essayer de sauver le plus possible d'âmes. Et cette fois-ci, j'en ai vraiment fini. Très bien. Merci monsieur pour votre brillante exposition sur le sujet. Donc comme évoqué au début, on va poser une série de questions-réponses. Donc la première question, toujours la plus difficile, c'est là-bas, voilà, là. J'avais une question en fait, parce que quand on parle de pornographie, on parle souvent des auditeurs et on parle rarement des travailleurs. Et en fait, aujourd'hui, on arrive parfois à sensibiliser sur la pornographie en disant la prostitution, souvent on dit c'est un métier comme les autres, mais en fait il y a un taux de suicide et un taux de drogués et un taux de gens qui vont hyper pas bien, qui travaillent dans ça. Et du coup, la pornographie, je me dis, voilà, il y a quand même. On parle jamais des travailleurs, mais moi je pense qu'il y a beaucoup de souffrance de la part des travailleurs, qu'il y a beaucoup d'actrices qui aujourd'hui montent au credo, enfin actrices c'est un grand mot, mais voilà, qui montent au credo en disant il y a des pratiques de plus en plus irrespectueuses, etc., enfin, qui ont toujours été irrespectueuses, mais au niveau de ce qu'elles voient de leur carrière, voilà, ça devient irrespectueux. On parle aussi souvent, là ça a fait la une des journaux, du porno amateur, grosse tendance, des gens qui s'invitent dans leur vie et qui décident de tourner une vidéo, donc improbable, mais qui se retrouvent après à vouloir faire retirer les vidéos, ils n'arrivent pas, etc. Donc ça faisait la une des journaux récemment. Et si on parle aussi des addictions, Thérèse Argot le disait, et ça m'avait surpris, elle disait en fait le bout du bout de l'addiction, c'est la pédopornographie, parce qu'on a envie d'aller vers du contenu de plus en plus trash, et le trash du trash, là, évidemment, c'est carrément la pédopornographie, et là, évidemment, il n'y a pas de consentement, entre guillemets, des personnes qui sont derrière la caméra ou derrière l'objectif photo, et du coup, on ne parle jamais de voilà, qui est derrière la caméra et qui est derrière l'objectif photo, ou j'en sais rien. Est-ce que vous avez des chiffres sur ça, sur voilà, le mal-être de ces travailleurs, la difficulté de ces gens? Est-ce qu'il y a aussi des gens forcés voilà, on promet d'être femme de ménage en France et on se retrouve en fait dans le porno ou des choses comme ça. Donc voilà, est-ce que vous avez des infos sur ça? Merci bien. Oui, alors vous soulevez un problème fondamental. J'en parle un tout petit peu dans le DVD. Nous avons attaqué en justice le site Jackie et Michel. Oubliez le nom, hein, parce qu'il faut surtout... Normalement, on ne le cite jamais, mais là, comme c'est une attaque en justice, parce que Jackie et Michel poussent la perversité jusqu'à faire croire effectivement que ce sont des vidéos amateurs, que ce sont des bonnes petites personnes qui font ça pour leur plaisir, ce qui est totalement faux. Ce sont en fait un ensemble de prostituées, etc., etc. Bon. Donc, vous avez tout à fait raison, on ne parle pas suffisamment de ces actrices. Cela dit, si vous voulez, je vais peut-être un petit peu vous surprendre. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que finalement, c'est de la prostitution à haute dose. Bon, il y a toujours eu beaucoup de prostitution. La seule chose, c'est que la prostitution, là, elle est effectivement exhibée, elle est montrée et elle rentabilise énormément tous ceux qui ont investi, et notamment tous les promoteurs de la pornographie, avec des actrices qui sont payées avec des lance-pierres, en fait. Des actrices, vous avez tout à fait raison de dire entre guillemets, hein, parce que ce ne sont pas du tout des actrices, en fait. Ce sont des prostituées qui, la seule chose, c'est qu'elles exhibent, en fait, leur prostitution. Donc ça, c'est un problème. Alors, ce que l'on sait de façon certaine, parce que ça a été écrit et dit par Ovidie, qui a fait un livre qui doit s'appeler « Le clic de trop », ou quelque chose comme ça. Ovidie est une travailleuse sexuelle, appelons ça comme ça, et elle a écrit un bouquin où elle explique que, en réalité, la quasi-totalité des travailleuses sont au fond du trou. Elles sont totalement au fond du trou. Elles sont totalement détruites, elles sont totalement dépressives, elles sont totalement anorexiques, elles sont totalement suicidaires. Donc, toutes les vidéos, on essaie d'expliquer, parce qu'on arrive, à mon avis, d'ailleurs, ce sont des filles qui sont payées, elles arrivent à expliquer que c'est absolument magnifique, etc. Tout ça est totalement bidon. Et il y a un homme qui a d'ailleurs investi le site Jackie et Michel comme
soi-disant travailleur du sexe, mais en fait c'était en fait un journaliste qui a écrit un bouquin, mais le bouquin fait froid dans le dos. Il n'y a pas beaucoup de joie, de bonheur et de plaisir chez les travailleuses du sexe, chez Jackie et Michel. Voilà, donc c'est une véritable catastrophe. Ça touche effectivement des dizaines de milliers de personnes. Et j'allais dire, la perversité maximale, c'est effectivement de dire, mais finalement, tout le monde peut être acteur, et en fait, vous transformez, et c'est la prolongation de ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que, à la limite, des gens, je dirais, qui commencent par faire une vidéo comme ça, et puis ils la postent, et puis ils l'envoient à Jackie et Michel, et puis tiens, venez nous voir. Et donc des gens qui ne sont pas du tout dans la prostitution tombent dans la prostitution. Il y a une espèce d'aspirateur, si vous voulez, qui est absolument tragique. Donc c'est un énorme problème. Cela dit, quand on lit le livre d'Ovidie, que j'ai lu évidemment et étudié, ce qui est un peu tragique, si vous voulez, c'est que à la fin de son livre, le seul vrai problème de la pornographie, c'est que les travailleuses du sexe aient une sécurité sociale. C'est presque ça, si vous voulez. Elle se trompe complètement de combat. Alors elle, la morale, ça n'existe absolument pas. Donc, voilà, c'est une population très complexe. C'est vraiment de la prostitution à l'état pur, à haute dose, avec une exhibition personnelle. Et c'est dramatique. Dramatique. Si, pour revenir sur l'actualité, est-ce que vous pensez pouvoir utiliser l'actualité assez hypocrite, certes mais réelle, sur tout ce qui concerne le viol en ce moment par toutes nos féministes les plus acharnées? Est-ce que c'est vrai que c'est une problématique où, en effet, il y a un véritable problème de violence, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais d'un autre, on a l'impression qu'on veut complètement émasculer l'homme viril qui reste en commun, peu présent en Europe, par ce biais-là. Merci bien. Les féministes baignent dans la contradiction la plus totale. C'est même assez ahurissant de voir à quel point elles baignent dans la... Alors, il se trouve que j'ai eu un coup de téléphone d'une féministe hier. Donc, vous voyez, c'est tout récent, qui est une vraie féministe. Elle m'a dit, on n'est pas du tout sur les mêmes idées politiques. Moi, je suis très à gauche, voire extrême gauche. Mais ce que vous dites sur les femmes est assez plaisant quand même. Bon, alors donc on a discuté. Malheureusement, je l'entendais très très mal. Bon, c'est quelqu'un qui doit être fonctionnaire dans un ministère. Alors elle m'a dit, bon, je me cache un peu parce que je veux pas que mes collègues m'entendent. Alors du coup, moi-même, je n'entendais pas grand-chose. Bon, mais ce que j'ai compris, c'est que elle est féministe, elle est catastrophée par tout ce qui est viol. Mais alors je lui dis, oui, mais est-ce que vous ne pensez pas quand même qu'il y a les féministes, notamment par leur langage, par leur façon de s'habiller, par leur façon de faire, par ce qu'elles disent, sont hautement responsables de ce déclenchement des pulsions masculines que vous détestez tant? Alors elle m'a dit, vous posez en fait une bonne question. Je lui ai dit, oui, mais moi je voudrais la réponse. Et les féministes elles sont complètement schizophrènes. C'est-à-dire qu'elles veulent absolument le respect total de la femme, mais font tout pour que la femme ne soit pas respectée. Voilà, je simplifie un petit peu à outrance. Et alors l'homme, pour les féministes, effectivement, c'est le gros méchant loup qu'il faut combattre à tout prix, et on va brider ses pulsions, et on va voir ce qu'on va voir. Donc on va faire des procès, on va faire de la dénonciation, on va faire du balance ton porc, etc. Mais c'est creux, c'est vide, voilà. Donc la philosophie féministe est profondément creuse. Bon, on n'a pas le temps tellement de développer ça. Alors maintenant, sur la partie que vous soulignez, qui est la partie, je dirais, exacerbation des pulsions et allant jusqu'au viol. Là, on est quand même sur un énorme sujet, parce que aujourd'hui, tout est fait au niveau de l'image de la femme, tout est fait pour exciter les pulsions les plus débridées des hommes. Que ce soit les mannequins de chez Dior, que ce soit les travailleuses du sexe dans les vidéos, que ce soit... Tout est fait pour ça. Donc, il faut savoir ce que veulent les femmes, si vous voulez. Est-ce qu'on peut exciter et ensuite taper,
ou est-ce qu'il vaut mieux pas se contrôler et vivre en bonne harmonie? Donc là, en tous les cas, l'équilibre en ce moment est totalement improbable. Il n'y a plus aucun équilibre. Alors, je vais peut-être vous faire une petite réflexion sur la... Alors là, je vais peut-être choquer, peut-être que la moitié de la salle va sortir. On va voir, on va tester. Comme il est 10 heures, ce sera pas trop grave. La notion de pudeur. Aujourd'hui, le mot pudeur est presque un gros mot. Dans les milieux les plus catholiques, la notion de pudeur est devenue presque un gros mot. Et j'ai des témoignages de parents qui marient leurs enfants et les demoiselles qui viennent en tant que témoins signer les registres sont en belle mini-jupe, avec un beau décolleté, etc. etc. L'impudeur est un chemin qui mène vers la pornographie. En fait, j'allais dire, la jante féminine, dans beaucoup de cases dans laquelle elle est, sans doute oublie que la nature est faite de telle façon que l'homme est pulsionnaire, qu'il doit être protégé de ses pulsions et qu'il faut se mettre en route et en œuvre pour que voilà, les pulsions ne soient pas de façon exacerbée, débridées dans tous les sens. Et donc la pudeur est aussi un mode de lutte contre le déferlement pornographique. Alors c'est vrai que quand on dit ça, alors il y a toujours des gens, alors notamment pas dans des assemblées comme les vôtres, mais il y a toujours quelqu'un qui se lève furieux. Mais donc vous êtes pour l'ordre moral. Alors ça, j'adore cette phrase. Je trouve ça magnifique parce que je hurle. Mais bien sûr que je suis pour l'ordre moral. Vous pensez que j'ai une tête à être pour l'ordre immoral? Alors, mais c'est pas la question, monsieur. Ben si vous me dites que je suis pour l'ordre moral. L'inverse, c'est l'ordre immoral. Si je ne suis pas pour l'ordre moral, je suis pour l'ordre immoral. Réfléchissez quand même. Et donc voilà, non, parce que le débat, il est presque là maintenant. Est-ce qu'on est pour un ordre moral? Alors, pas le sens ordre au sens 19e siècle, évidemment, mais évidemment qu'il y a un ordre moral naturel, finalement, qui fait que les choses fonctionnent bien. Et si on n'est pas dans cette notion d'un ordre moral, et notamment chez les jeunes, eh bien, on tombe dans l'ordre amoral d'abord, sans morale, puis immoral. Parce que la moralité conduit inéluctablement, ça tous les philosophes l'ont prouvé, à l'immoralité. Donc, personnellement, je suis extrêmement fier d'être un représentant de l'ordre moral. Alors, juste une petite question, vous avez parlé de Charlotte tout à l'heure, donc ça serait une question double. Qu'est-ce que vous diriez à Charlotte pour qu'elle s'en sorte, la fameuse Charlotte polytechnicienne? Et alors, si vous étiez Charlotte, et à la place de Charlotte, qu'est-ce que vous feriez pour vous en sortir? Oui, c'est une très très bonne question. Faire de la soupe avec Charlotte, ça ne servirait strictement à rien. La soupe, ce serait, oui, ma petite Charlotte, bon, tout ça n'est pas très grave, on va s'occuper de toi, et puis non. Je pense que dans des situations comme ça, qui sont des situations extrêmes, mais les témoignages que j'ai sur ce genre de situation sont légion. Je pense qu'il faut y aller, j'allais dire, le plus droit possible. Donc, moi, je secourais vigoureusement Charlotte. Je la prends par les épaules, je lui dis, Charlotte, attends, tu n'as pas fait Polytechnique pour t'enfermer le soir et passer la nuit devant des trucs immondes et le week-end et ne plus voir personne. Donc d'abord, tu mets tes baskets et on va faire un jogging. Bon, et puis je l'épuise déjà. Mais je le dis, alors c'est peut-être pas forcément un jogging, mais une promenade interminable dans Paris qui dure 3 heures. Hein. Il faut que Charlotte, elle transpire, il faut qu'elle ait envie de se dire, ah ben vivement que je m'assieds, que je prenne un jus d'orange, etc. La mettre dans le monde, si vous voulez, dans la vie active. Bon, premièrement, donc, arrête tes imbécilités,
tu es quand même une fille exceptionnelle. Alors moi, j'insisterai immédiatement sur le fait qu'elle est exceptionnelle. Tu as fait Polytechnique, tu es super intelligente, tu as un superbe job, tu as une mère fabuleuse, tu es hyper gâtée et tu es en train de te détruire, mais c'est épouvantable, c'est insupportable, moi je ne le supporte pas. Donc maintenant, tu te reprends en main. Vous voyez, donc, bon, je résume évidemment, mais la brusquer, évidemment. La brusquer, évidemment. La deuxième chose, c'est lui dire, maintenant ma petite Charlotte, on va chez toi, et moi je suis désolé, on va t'installer, on va immédiatement payer 60 € un logiciel de protection sur ton ordinateur, tu ne pourras plus regarder, donc on le fait tout de suite, on y va. C'est pas facile pour Charlotte de dire non, j'en veux pas du logiciel de protection. Alors il y en a un qui s'appelle Optonet. Moi, je le conseille souvent, il est absolument fabuleux. Alors, il protège tellement qu'il vous bloque tout d'un coup tout votre ordinateur et il faut pratiquement 3 spécialistes pour le débloquer. Parce que dès qu'il y a un mot un peu douteux, pchoum, ça bloque tout. Mais Optonet, c'est absolument génial. Donc, moi, je dis à Charlotte, on met Optonet, ça coûte 60 € par an et on y va. Voilà la réaction. Alors, peut-être que là, la Charlotte, elle me donne peut-être une énorme gifle. Hein. Bon, ça, j'en sais rien. Mais donc, tout de suite, lui dire maintenant on va t'organiser des trucs, alors qu'est-ce que tu fais demain soir, tiens on fait un dîner, tu viens dîner, on t'organise un dîner et puis après ça on fera un théâtre, enfin la faire sortir de chez elle tout le temps. Donc là, alors quand je dis moi, c'est pas moi forcément, hein, parce qu'elle n'a pas tout à fait mon âge, donc ce sera une de mes filles, ce sera un ami, ce sera je sais pas qui, ce sera Pierre-Marie, le délégué général de Stop au Porno qui a 25 ans, et voilà, donc et puis enclencher en même temps, tout ça en même temps, hein, je suis très très macroniste, vous avez remarqué, tout ça en même temps, lui expliquer tout de suite que ben, voilà, il y a un bien, il y a un mal, il faut qu'elle choisisse. Alors Charlotte, toi tu choisis le mal. Alors qu'est-ce que vous voulez qu'elle réponde? Elle va pas dire c'est un bien. Ben oui, donc tu choisis le mal. Donc tu te rends compte, tu arrives à l'âge de 26 ou 28 ans en choisissant volontairement le mal. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et je pense que en y allant très franchement, sans aucun complexe, avec le risque de se prendre une gamelle, hein, ça c'est tout à fait clair, on peut, je crois, sortir des gens de la pornographie. Moi, j'ai eu un exemple, en tous les cas, avec un garçon, et ça s'est passé en 2 coups de téléphone. Je crois qu'il m'a dit la vérité. Hein. Le premier coup de téléphone, il m'a dit à la fin, ça a duré 3/4 d'heure, j'y suis allé au-delà du maximum, et au bout de 3/4 d'heure, il m'a dit, écoutez, je suis complètement bouleversé, c'est la première fois qu'on me parle comme ça, bon, vraiment, bon. Je lui ai dit, on se rappelle dans 3 jours. Allez, maintenant, tu médites un peu tout ça, moi aussi, parce que tu m'as dit plein de choses. Je l'ai rappelé au bout de 3 jours, même conversation beaucoup plus douce, et il m'a dit, monsieur, j'ai compris. Je lui ai dit, ça veut dire quoi, j'ai compris? J'arrête tout. Moi, je lui ai dit, mais attends, t'es hyper courageux, tu te rends compte de la volonté que tu as, mais tu es un trésor, c'est fabuleux, mais dans la vie, tu vas avoir un succès extraordinaire dans tout ce que tu fais. Et voilà, et je crois qu'il a effectivement complètement basculé, complètement. Bon. Voilà, donc on pourrait un petit peu multiplier les exemples, mais voyez le bouquin là, que j'ai, le roman que j'ai écrit, cette fille d'exception, elle est un petit peu sur ce... En fait, évidemment, ça reprend pas mal d'idées que je donne dans des conférences, mais c'est une fille d'exception qui, justement, n'a strictement aucun complexe et qui arrive vraiment à sortir de la pornographie des gens qui y étaient profondément installés. Au point d'ailleurs que les parents de ses amis n'en reviennent même pas. Ils disent, mais comment est-ce qu'elle a fait? Mais en fait, c'est tout à fait possible. Aujourd'hui, je crois qu'on est beaucoup trop dans la logique, je vais critiquer un tout petit peu la communauté de l'Emmanuel, mais c'est pas du tout une critique de l'Emmanuel, mais parce que je trouve qu'ils se trompent quand ils font ça. Ils disent, ben, on tombe dans le trou, mais le Seigneur, il est là, il nous tire la main. Mais oui, mais communauté de l'Emmanuel, essayons de ne pas faire tomber les gens dans le trou. C'est ça le problème. Et on est trop dans la logique, allez, on va retirer, on va redresser le truc. Non, il faut aussi agir pour que les gens ne tombent pas dans le trou. Et ça, je crois que c'est aujourd'hui fondamental, et je pense que les communautés dans l'Église en général, ne le fait pas suffisamment. Et il faut, je crois, dire les choses très clairement, très sincèrement, avec beaucoup de bonté. Et Charlotte, si je l'avais en face de moi, vous savez que c'est amusant la question que vous me posez, parce que je vous le dis très franchement, j'ai hésité à dire
à la mère de famille, je veux voir votre fille. Et ce qui m'en a empêché, en fait, c'est que j'étais dans une dédicace de bouquin. Il y avait une file, bon, il y avait des gens qui attendaient derrière, et je me suis dit, bon, elle peut pas dire oui. Elle va me dire, mais pourquoi, etc. Donc, on va enclencher une discussion et les gens vont être furieux parce que les gens, ils veulent une signature et puis ils s'en vont. Et puis après ça, j'ai jamais revu la dame. Mais j'aurais voulu, en fait, Franchement, j'ai raté le coche, si vous voulez. Et je suis sûr que vous-même, vous avez peut-être déjà eu, ou vous avez en ce moment, où vous aurez des possibilités justement de prendre des charlottes entre 4 yeux ou entre 8 yeux, ça peut être dans un dîner à 3 ou 4, et puis vraiment y aller à fond. Il faut y aller très clairement. Alors, les prêtres, bien sûr, souvent, par la confession, ils y vont assez gaillardement, mais ce sont des prêtres. Donc, la personne qui est dans la pornographie se dit, bon, c'est un prêtre, c'est l'intermédiaire entre le ciel et la terre, donc tandis que quelqu'un, même d'inconnu, voilà, un simple laïc inconnu qui tout d'un coup vous brusque, ça remue quand même, hein, ça. Qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Pourquoi il dit tout ça? C'est incroyable qu'il dise tout ça. Et voilà, ça permet de réfléchir, je crois. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Alors maintenant, si je me mets à la place de Charlotte, là vous me posez une question compliquée parce que je ne suis pas tombé dans la pornographie. Mais moi, très honnêtement, si on me parlait comme ça, j'aurais tendance à, en tout cas, essayer de prolonger. J'aurais tendance à essayer de prolonger en disant, bah oui, pourquoi est-ce qu'on me dit tout ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Parce que ce sont des sujets tellement intimes, tellement... Je pense que la mère de Charlotte ne pouvait pas. Entre une mère et une fille, quand on est arrivé à ce stade de décrépitude, parce que c'était une vraie décrépitude, la mère n'a plus les bonnes armes. La ligne jaune a été dépassée. Donc il faut que ce soit franchement des tiers, et des tiers qui soient sans le moindre complexe, je crois. Voilà. Merci, M. Bernard. Vous avez exprimé un peu mon accent, je ne suis pas francophone, j'essaie de l'être. Et je m'appelle Paolo, si vous voulez vous poser la question, c'est un thème très volant, très intéressant. Et j'étais en train de lire un peu sur Judith Reisman et le rapport Kinsey aux États-Unis. Et quand elle parlait sur l'exemple de la mythe américaine, qu'il y a eu une campagne pour essayer de l'éradiquer et qu'ils ont essayé de faire la synthèse de la phéromone qui faisait que le mâle cherchait la femelle. Et le problème, ce n'était pas que... Non, le succès de cette entreprise, ce n'était pas de l'attirer au mâle pour le détruire dans des containers où il tombait, mais qu'à la fin, la mythe mâle était tellement attirée plus pour cette image faussée, cette phéromone synthétique, qu'à la fin, il ne cherchait plus la femelle, mais il allait toujours chercher la phéromone synthétique. Judith Reisman disait que la pornographie avait ce même effet de faire la débilitation de l'homme et de la déshumanisation ou justification de la femme pour donner cette image faussée que dans la réalité, dans les deux conjugales, l'intérieur du mariage, ce sont des choses qui n'arrivent jamais, qui ne peuvent pas arriver. Ce n'est pas des vrais amateurs qui font ça. Et en plus de cette déréalisation et de cette déshumanisation des personnes, quels seraient les autres effets négatifs pour les personnes qui cherchent un jour à fonder une famille, à la vie religieuse, ou déjà à avoir une vie normale en dehors d'une addiction tellement présente que c'est là. Merci beaucoup. Merci simplement. J'essaie d'apprendre l'autre. Oui, ben là, il n'y a pas beaucoup de commentaires à faire sur ce que vous venez de dire. Madame Reisman, qui est une très très bonne analyste de toute cette vague pornographique, qui remonte effectivement à 2 ou 3 siècles en arrière, qui a analysé de très près le fameux rapport Kinsey, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui est
une véritable escroquerie. Enfin, les États-Unis ont fondé toute une philosophie libertaire sur la base du rapport Kinsey, qui est tout simplement un rapport totalement mensonger, inventé, complètement idéologique, qui ne repose strictement sur rien. Et ça, c'est la grande faiblesse des sociétés occidentales, c'est que n'importe quel crétin patenté fait de la communication avec de l'argent, il devient le Dieu fait homme. Et c'est exactement le cas de Kinsey, c'est le cas notamment de tous ces esprits tordus à un point inimaginable qui ont créé la fameuse théorie du gender qui n'a absolument aucun sens, qui ne repose sur rien de scientifique, qui est une pure escroquerie. J'ai eu l'occasion de faire une chronique un jour sur un chercheur américain qui s'est déballonné tout d'un coup. Il a dû être touché par la grâce et qui a expliqué à longueur de journaux, et puis il a très très vite été mis de côté, donc il a eu accès aux médias pendant quelques jours, il en a profité parce qu'il savait qu'ensuite la fenêtre se fermerait, et il a expliqué que tout son groupe avait travaillé sur le gender en inventant absolument tout. Tout était inventé. Les sondages étaient faux, les analyses étaient fausses, tout était faux. Et ils se réunissaient, c'était des esprits très très brillants, hein, à Harvard, etc. Ils se réunissaient et ils se disaient, alors aujourd'hui, comment on fait avancer le dossier? Tiens, on va dire que sur 1853 enfants, et donc ils ont tout inventé. Et donc il s'est déballonné, si je puis dire, dans les médias, et au bout de 3 ou 4 jours, le système médiatique a tout fermé, et donc maintenant, évidemment, il est totalement interdit de médias. Donc on voit qu'effectivement, sur tous ces sujets-là, on peut dire absolument n'importe quoi, avec une certitude, c'est que plus la bêtise est évidente, plus les médias seront réceptifs. Voilà. Donc, on est dans un système totalement dévoyé, et ça, c'est très compliqué, effectivement, pour lutter contre la pornographie, parce que on est complètement barré, en fait. Alors, ce qui est très étonnant sur la pornographie, je change un tout petit peu de sujet, c'est que il y a une dizaine d'années, quand on faisait des sondages, pensez-vous que la pornographie est un problème? Grosso modo, c'était 20-25% des sondés répondaient oui. Maintenant, c'est 75%. Donc, nous sommes très contents parce qu'on a vraiment l'impression que, on a par exemple un jour, j'ai envoyé un papier à Valeurs Actuelles avec un petit dossier. Donc pour expliquer en leur disant ce serait bien quand même de parler de temps en temps de la pornographie. Pas de réponse. 3 mois après, ils faisaient un dossier spécial de 12 pages. Ils ne nous citaient pas. Mais évidemment, ils se sont dit un jour, bah oui, évidemment, ils ont raison. Donc on voit, La Croix a fait la même chose. Donc des journaux où on peut imaginer que c'est pas évident, La Croix, c'est pas forcément évident que La Croix, le journal de gauche, parle de pornographie, bah si, ils en ont parlé quand même. Alors, pas exactement comme on l'aurait voulu, mais ils en ont parlé. Donc voilà, il faut se dire que 75% des Français aujourd'hui pensent que la pornographie est un vrai problème. C'est quand même un superbe signe d'espérance. Entre le moment où ça capitalisera et on arrivera vraiment à faire reculer le tsunami, je pense qu'il se passera un certain nombre d'années. Mais en tous les cas, le mouvement est lancé. Voilà. Donc il faut garder l'espérance à tout prix. Peut-être encore une ou deux questions. Quels sont les arguments du gouvernement français pour ne pas stopper l'accès à la pornographie comme en Russie? Oui. Alors, le gouvernement français, alors sur la protection des enfants, je me souviens d'une discussion à l'Élysée, c'était en 2005, je pense, 2006 peut-être. Sarkozy, la main sur le cœur. Vous allez voir ce que vous allez voir, la pornographie ne passera pas par moi. Vous savez, c'est comme le sida ne passera pas par moi. Il a été élu président de la République, il n'a évidemment pas ouvert le dossier. Bon, ça c'était prévu. Hollande n'a pas du tout parlé de pornographie. Macron a fait une déclaration fracassante, il y a 3 mois à peu près, et là, ça a été vraiment une nouveauté. C'est-à-dire que Macron a dit, si les opérateurs ne mettent pas des filtres pour protéger l'enfance, nous ferons une loi extrêmement restrictive. Alors ça n'engage que Macron, c'est-à-dire ça n'engage personne. Mais il a quand même fait cette déclaration à l'UNESCO. C'était quand même intéressant parce que
voilà, publiquement, il a fait là une déclaration très précise. Sarkozy, c'était « vous allez voir ce que vous allez voir », et on n'a rien vu. Lui, c'est « je vais légiférer », mais il ne légiférera pas. Mais au moins, on a parlé de loi. Donc ça, c'est quand même intéressant, la loi. Voilà, ça y est, on va légiférer là-dessus. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, Agnès Steel a remis une couche sur la protection du monde des adultes. Alors, c'est vrai que sa formulation était extrêmement mal tournée parce qu'elle disait dans son exposé, elle disait il faudrait légiférer pour que les adultes ne consomment pas trop de pornographie. Donc, quand j'ai lu le texte, je me suis dit, ça c'est vraiment du Agnès Steel. Mais en tous les cas, ce qui est formidable, c'est que c'est la première fois qu'on parlait du monde des adultes. Or, aujourd'hui, la société tout entière au niveau des élites politico-médiatiques et des élites administratives considère que la seule chose à préserver, c'est la liberté absolue. Or, si on légifère pour les adultes, on met une entrave à la liberté absolue des adultes sur le plan de la morale. Donc, je trouve qu'il y a des avancées en ce moment qui sont assez spectaculaires. Et un garçon, par exemple, comme Boris Johnson, qui est un type, comme vous le savez, qui, lui, quand il a une idée dans la tête, il la met en pratique tout de suite. Il a fait des déclarations sur la pornographie. Donc, j'attends avec intérêt ce qui va se passer dans l'année qui vient. Il va peut-être dire, non attendez, c'est insupportable, il va peut-être faire comme la Corée du Sud, on ne sait jamais. La Corée du Sud est une grande démocratie quand même, c'est un pays vraiment démocratique. Hein. On ne peut pas avoir de vision pornographique sur Internet en Corée du Sud. Donc, il se peut que par capillarité, les choses quand même avancent petit à petit. Et puis, je cite un petit exemple qui est quand même intéressant, c'est l'Australie. J'en parle dans le DVD, une ville qui s'appelle Toowoomba, qui nous a contactés, on est en rapport avec eux. Ils ont décidé d'éradiquer la pornographie de la ville de Toowoomba. Toowoomba, c'est 150 000 habitants quand même, c'est pas un petit village. Eh bien, le maire, avec son conseil municipal, des associations, etc., tout ça, tout ce petit monde s'est réuni et ils ont décidé d'éradiquer de Toowoomba tout matériau pornographique. Il n'y a plus de panneaux à caractère pornographique, il n'y a aucune publicité sur les kiosques à journaux à caractère pornographique, dans les librairies, il n'y a plus de livres pornographiques, dans tous les espaces publics, maintenant c'est complètement propre, il y avait une radio un peu sulfureuse, elle a été arrêtée, et donc on voit que, voilà, on peut, dans une ville de 150 000 habitants, éradiquer tout de même la pornographie. C'est très réjouissant. Et nous les avons copiés. Ils ont mis en place un serment, vous allez le trouver à la sortie, un serment anti-pornographique, c'est un tout petit carton, hein, où on signe, je sous-signais monsieur Untel ou madame Untel, m'engage à ne jamais consulter de matériaux pornographiques, et on signe, et on met ça dans son portefeuille. Et à Toowoomba, ils l'ont fait, et ils ont fait un serment pornographique public, ça je trouve ça magnifique, sur la place centrale, présidé par le maire, et tout le monde lisait le serment pornographique qui faisait 12 lignes. Ça a de l'allure quand même. Donc, vous voyez, il y a au niveau de la classe politique, au niveau des gouvernants, il y a des choses qui se passent. Ce sont souvent des petites gouttes d'eau, mais je pense que ça tombe sur des bonnes petites plantes qui vont petit à petit pousser et puis petit à petit devenir des gros baobabs. Et j'espère que dans 2353 ans, il n'y aura plus de pornographie nulle part. La dernière. Oui, merci beaucoup pour cette conférence, c'est très intéressant. N'est-ce pas aussi le problème, en fait, des pervers de la pornographie qui est faite par qui, elle est faite par des gens qui la promeuvent, il y en a qui font ça pour gagner de l'argent, il y en a qui sont prêts à dépenser, à perdre de leur argent. Mystérieusement, d'ailleurs, ils investissent là-dedans, comme si c'était pour une cause à défendre, à nouveau début. Je pense à Pierre Berger, on voit qu'on a parlé tout à l'heure de la fondation, de rapport Kinsey qui a été financé par la fondation Rockefeller. On n'a pas cité de Skyrock, c'est Pierre Béranger qui s'est fait prendre. Alors
faisant des rituels très bizarres pour une micro-section. Enfin, je ne vais pas énumérer, c'est possible. Mais en fait, est-ce pas le problème des pervers sexuels, en fait, parce qu'on voit souvent qu'indirectement, on connaît tous quelqu'un qui s'est fait violer. Les statistiques nous disent, je crois que c'est une personne sur 7 ou 8 en France pour les femmes, on parle bien des hommes, la moitié c'est pour les enfants. Un prédateur ou une personne, un pervers, peut s'adapter à lui seul à 200 personnes, 1000 personnes. Et aujourd'hui, personne n'y croit quand on voit l'affaire. On voit l'affaire. Je disais ce nom de Grande Bretagne, le présentateur télé peut-être, qui a violé des centaines de personnes. J'ai mis série, merci. Qui a violé des femmes, des enfants, des morts, des bébés. Des bébés, quelques mois. C'est même pas un an, quoi. Donc, il suffit que 8 personnes sur 10, sur 10 000, même nous, on ne croit pas, c'est impossible, ce que je raconte, ça ne peut pas exister. Et pourtant, après, il y en a qui se font attraper. Et c'est. Quel est votre avis sur comment lutter comment ils sont arrivés là? Enfin, on ne va pas se mettre dans leur tête, parce que sinon, on va s'arrêter. Enfin. Oui, de façon très synthétique. Moi, j'aurais tendance à diviser la population des pervers en 3 morceaux, si je puis dire. Et il y a les grands pervers devant l'Éternel qui, eux, veulent détruire le socle chrétien des sociétés occidentales. Et là, ils sont prêts effectivement à investir des centaines de millions d'euros, voire des milliards d'euros ou de dollars. C'est leur objectif et c'est une cause pour eux. Voilà. Je dirais que l'exemple type, pour moi, c'est Soros. Voilà. Soros veut absolument et à tout prix, donc il va financer toutes les associations les plus improbables, les plus libertaires, les plus infâmes, etc. Et c'est vrai que ça ne lui rapporte pas énormément d'argent pour cette partie de son activité. Comme il est extrêmement riche, il a évidemment des activités très profitables par ailleurs. Mais lui, pour la cause, il dépensera, j'allais dire, presque à fond perdu. En l'occurrence, ce ne sont pas du tout des fonds perdus parce que ça marche extrêmement bien et il y arrive. Ça, c'est le premier point. Donc, vous avez des États, comme par exemple le Viktor Orban, qui luttent publiquement contre Soros. Vous avez le deuxième cas de figure qui est l'inverse. Ce sont des gens qui ne travaillent que pour l'argent, mais en fait, ils sont très peu nombreux. Il y en a quelques-uns qui se disent « c'est un bon filon, bon, donc je m'engouffre là-dedans ». Mais en réalité, ils sont assez peu nombreux. Il se trouve que ça, l'ensemble, si vous voulez, pornographie, prostitution, drogue, parce que tout ça marche quand même étroitement ensemble. C'est un chiffre d'affaires de plusieurs centaines de milliards de dollars par an. Selon les analystes, la fourchette est énorme. Hein. On parle de 200 milliards jusqu'à 800 milliards. Donc on a une fourchette absolument gigantesque. Donc j'ai tendance à dire autour de 500 milliards de dollars par an, c'est à peu près, probablement à peu près ça. Ce qui est absolument gigantesque. Bon. Même à l'échelle du monde. Mais donc ce sont des sommes absolument considérables, mais le faire exclusivement pour de l'argent, il n'y en a pas tant que ça. Et je dirais qu'en réalité, le gros de la troupe, elle est entre les deux, c'est-à-dire que à la fois on le fait pour de l'argent, mais on le fait aussi pour détruire l'ordre détesté dans lequel nous vivons. L'exemple de Fun Radio ou de Skyrock, je ne sais plus, est très symptomatique. Le président Bélanger a été attaqué en justice. Que faisait le bon Bélanger ? Indépendamment du fait que chaque soir, 2, 3, 4 millions de personnes écoutent son ignoble radio, qui est une machine à pervertir absolument formidable, puisqu'elle s'adresse prioritairement aux adolescents quand même, c'est-à-dire des personnes par définition extrêmement fragiles. Eh bien, le bon Bélanger, il avait quand même installé dans son bureau un endroit très particulier où des petites adolescentes venaient se faire massacrer dans la journée par M. Bélanger. Donc, sa perversité, en fait, consistait d'une part à gagner beaucoup d'argent, parce que cette radio gagne en l'occurrence beaucoup d'argent, mais en même temps assouvir toute sa perversion dans ce qu'il y a de plus ignoble. Et évidemment, parce que c'est quand même plus drôle, avant la consommation, il fallait frapper. Donc les jeunes femmes, les jeunes filles étaient frappées. Donc il a été attaqué en justice.
le procès a été décalé. C'était un grand ami du président de la République de l'époque. Ça a dû probablement faire que le procès a été décalé. Et puis tout ça, c'est purement et simplement enfoncé dans de la vase et plus personne ne sait très bien où en est le procès. Et ça, c'est une affaire publique. Si vous tapez Skyrock Open Radio Bélanger procès, vous verrez que c'est absolument épouvantable. Et les témoignages des jeunes filles sont absolument épouvantables. Donc on voit bien qu'il y a un mélange là, et je pense que cet exemple est très symptomatique en fait de la pornocratisation du monde, avec donc des leaders pornocratiques qui à la fois sont des grands pervers devant l'Éternel et qui en même temps s'enrichissent considérablement. Alors je pourrais citer des centaines de noms. Ce sont des cinéastes, ce sont des producteurs de films, ce sont, enfin bref, vous savez tout ça. Et de plus en plus, les noms de grands hommes politiques ressortent. Je ne parle pas de Griveaux, bien sûr, mais le nom de... Voilà, tout le monde sait que dans le milieu politique mondial, il ne faut pas trop soulever le couvercle parce qu'on aurait de grandes surprises. Alors, il y a des pays qui masquent extraordinairement bien. Le royaume d'Arabie Saoudite, qui est, au niveau des princes et des dirigeants, le royaume le plus corrompu au monde, le plus pervers au monde. Enfin, c'est absolument diabolique, la façon dont se conduisent les 10 ou 20 000 dirigeants de l'Arabie Saoudite. Mais ils le font extrêmement intelligemment, parce que c'est quand même très caché, et la malheureuse personne qui fait le milliardième de ce qu'ils font, prison, voire exécution, quand on n'est pas coupé en morceaux dans l'ambassade en Turquie. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, voilà, donc il faut savoir qu'il y a le monde politico-médiatique au sens le plus large, est monstrueusement corrompu, mais c'est extrêmement caché, en tous les cas encore au niveau du monde politique. En revanche, au niveau du monde médiatique et au niveau du monde des pornocrates qui, eux, manient publiquement la pornographie comme arme de conquête, là, c'est extrêmement public. Là, on a toutes les informations là-dessus. Voilà, je crois que cette fois-ci, c'est terminé. Donc, un très grand merci de m'avoir supporté pendant presque 2 heures. Merci infiniment à vous.